Aujourd'hui, dimanche 12 juin, est célébrée la journée de lutte contre le travail des enfants. Le but est d'attirer l'attention de tous, de trouver des mécanismes qui vont renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes de production. Et demain, lundi 13 juin, l'attention sera portée sur les albinos à travers le monde. C'est leur journée. Elle a été instituée par les Nations Unies pour sensibiliser le grand public aux difficultés que peuvent rencontrer les albinos. Et nous dirons un mot sur le mois de Ramadan. C'est une période de jeûne pour les musulmans, mais aussi une période pour les commerçants qui se frottent les mains. Aux États-Unis, le sang a coulé. Un homme lourdement armé a ouvert le feu la nuit dernière dans une boîte de nuit gay en Floride. Le bilan est lourd. Au moins 50 personnes tuées et 53 blessées, dont des cas graves. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Nous sommes dimanche 12 juin, c'est une journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants. Le but est d'attirer l'attention de tous, de trouver des mécanismes qui vont renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes de production. Le thème retenu cette année, éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production, c'est l'affaire de tous. La Côte d'Ivoire, notre pays, réaffirme son engagement dans la lutte, nous dit Éric Coury. Éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production, c'est notre engagement. C'est le thème du panel relatif à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Au cours de ce panel, il était question de renforcer les stratégies visant à éradiquer ce fléau en impliquant les populations. La question du travail des enfants est généralement mal perçue par la population ivoirienne en particulier et par l'ensemble du public en général. Selon les instances internationales, notamment le Bureau international du travail, il y a des tâches que vous et moi nous aurons pu considérer comme faisant partie de l'éducation des enfants, mais qui, sous d'autres cieux, sont considérées comme si on faisait travailler les enfants. C'est la sensibilisation qui va nous permettre de distinguer ce qui fait partie donc de l'éducation d'un enfant et de ce qui peut être considéré comme le travail des enfants. Le Bureau international du travail et plusieurs structures des droits des enfants ont pris part à ces échanges. Avec les partenaires au développement, les partenaires sociaux, nous avons développé donc un plan d'action national. À ce niveau, il y a un certain nombre d'activités que nous menons, la sensibilisation, l'information, le renforcement du cadre juridique et ainsi de suite. Aussi, le deuxième axe stratégique, il s'agit donc de la prise en charge et de la protection des enfants qui sont victimes. Donc à ce niveau, nous mettons en œuvre tout ce qu'il y a comme activité qui peut faciliter donc, la protection donc, des enfants. Des cérémonies éclatées ont lieu en Côte d'Ivoire pour commémorer cette journée internationale contre le travail des enfants. Demain lundi 13 juin, l'attention sera portée sur les albinos à travers le monde. C'est leur journée. Elle a été instituée par les Nations Unies pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos et à lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir. Dans le cadre justement de cette journée, notre reporter Grace Kando a rencontré des albinos. Ils parlent de leurs difficultés. Ils sont l'objet de stigmatisation, de discrimination. L'albinisme est une anomalie génétique caractérisée par la déficience de la mélanine chez le sujet à la naissance. Selon le dernier recensement général de la population, en Côte d'Ivoire, plus de 6 000 personnes sont albinos. 40% d'entre elles meurent avant l'âge de 40 ans. Ils sont tués par les cancers de la peau dès le plus jeune âge et l'évolution jusqu'à ce que les zones découvertes, les zones photo-exposées comme on le dit, la tête et puis les mains vont apparaître ces cancers-là. Ces albinos sont souvent victimes de discriminations, d'exclusion sociale, de préjugés et parfois même de crimes rituels. On est tous mal vus parce que les gens nous prennent pour des mythes, pour des gens qui donnent l'argent. Et le plus souvent, quand ils épousent une femme albinos, je dis que non, elle va m'apporter de la chance, elle va me donner de l'argent, mes affaires vont marcher. Mais après le mariage, quand les affaires ne prospèrent pas, il y a tout un problème au niveau du foyer et la personne préfère se séparer de la dame. Même quand on cherche du travail, on ne nous met pas au premier plan, on essaie de nous
de ne pas nous prendre, de dire qu'on ne peut pas faire le travail. Des fois même, nos petits albinos, des fois nos enfants, on les fait cacher la nuit pour ne pas qu'on puisse les faire de n'importe quoi. D'autres actes abominables à l'endroit de ces albinos sont à noter. Les albinos sont des êtres comme vous et moi, qui n'ont aucun pouvoir mystique, qui n'ont aucun don particulier, dont les organes ne peuvent nous apporter quoi que ce soit. Il y a eu des actes sur des albinos, des sodomies, tout ça, sur des petits garçons. Je pense que ça, c'est inadmissible. Le gouvernement ivoirien tient à l'insertion socio-professionnelle des albinos. 10 personnes ont été intégrées à la fonction publique en janvier 2015 grâce à un décret présidentiel. En clair, depuis 2010, les personnes vivant avec l'albinisme sont considérées comme des personnes en situation de handicap. Quand tu viens dans un nouveau monde, tu te dis comment ils vont t'accueillir, tu te poses mille et mille questions. Et Dieu merci, l'intégration s'est faite aussi puisque j'avais l'amour du travail déjà. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé aussi des collègues qui m'ont aidé à m'intégrer très facilement. La collaboration se passe très bien depuis mon arrivée ici. Bon, j'ai été très bien accueilli et puis je suis bien encadré. Les albinos bénéficient aussi du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a l'appui financier en termes de subventions, il y a l'appui institutionnel en termes d'organisation, et il y a également l'appui qu'on appelle des sections socio-économiques avec la formation et puis surtout l'insertion professionnelle. Des efforts à saluer, mais quelques préoccupations demeurent. Un albinos ne peut pas voir à trait de peut-être 10 mètres. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Il faut les alphabétisations. C'est pas intéressant de voir une personne vivant avec l'albinisme en train de se promener, vendre sous le soleil. Parce que le soleil n'est pas clément envers nous. N'empêche, les albinos mènent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour protéger leur peau. Nous fabriquons les crèmes solaires faites par nous-mêmes. Ça sert à nous protéger contre les rayons solaires. Bon, comment j'utilise, il n'y a pas de problème, ça hydrate. Pour ceux qui utilisent, ils sont contents, nous félicitent, ils n'ont plus de problème de peau. Pour assurer la protection sociale et juridique des albinos, comme les autres personnes en situation de handicap, le gouvernement ivoirien prévoit l'adoption des textes législatifs et réglementaires pour leur épanouissement. Voilà un reportage réalisé par Grace Kando et le gouvernement ivoirien qui soutient le programme de développement durable à l'horizon 2030 promet de ne laisser personne de côté et cela englobe les personnes atteintes d'albinisme. Le cycle donc des agressions, de la discrimination et de la pauvreté qu'elles connaissent devrait donc prendre fin. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, vient d'effectuer une tournée à l'ouest. Il a visité les régions du Cavali et du Guémont. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les populations. Il a invité le peuple ouai à renouer avec les alliances interethniques, gage de cohésion et de développement. Il a exprimé sa reconnaissance à ce peuple qui a renouvelé sa confiance au président Ouattara lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015. C'est une nouvelle qui devrait réjouir les consommateurs d'Atiéké. Le district autonome d'Abidjan veut mettre fin à la pénurie de cette denrée sur les marchés. Il vient donc de signer une convention de coopération pour la production de manioc et de ses dérivés dans la région du Bélier. L'accord a été signé à Toumoudi. Walter Amadou Ouattara de RT Boaki. Pénurie d'un ticket sur le marché en Côte d'Ivoire. Les solutions du district autonome d'Abidjan expérimentées à l'intérieur du pays. C'est la région du Bélier qui accueille le projet de mise en place de 200 hectares de champs de manioc. Ce projet vise à la fois la lutte contre le chômage et l'augmentation de la production de cette spéculation agricole. Nous avons compris que la région du Bélier et le district autonome d'Abidjan peuvent se compléter. Nous avons payé les 30 millions pour que la région du Bélier produise en grande quantité de manioc
pour nourrir Abidjan. Ce sont 100 millions de francs CFA qui vont être investis dans le Bélier par le district autonome d'Abidjan. Il s'agira pour les coopératives bénéficiaires d'œuvrer pour la réussite de ce projet qui envisage de nourrir environ 7 millions de personnes. Monsieur le gouverneur, je peux vous rassurer. Je connais mes parents de la région du Bélier. Quand ils s'engagent à fond. Il va y avoir beaucoup de manioc. Et ça va contribuer à baisser un peu le prix de la tchéquette. La multiplication des boutures sélectionnées de manioc est aussi prévue par le projet. 1 hectare de boutures de manioc est vendu à 100 000 francs CFA. Ravis de cette nouvelle, les coopératives s'engagent pour le succès et la pérennisation du projet. Nous sommes déjà organisés et le manioc qu'on le faisait à petite échelle, nous allons avec les moyens, avec l'apport du district, nous allons le faire à grande échelle. Pour le district autonome d'Abidjan, ce projet de production de manioc et de ses dérivés dans la région du Bélier est une autre manière de lutter contre la vie chère et permettre aux femmes et aux jeunes d'être financièrement autonomes. Et comment approvisionner les marchés de Côte d'Ivoire en produits vivriers? Un programme vient d'être mis en place. C'est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Il est prévu la construction de plateformes de changement et de développement des produits vivriers dans toutes les régions du pays. La première pierre a été posée à Atenguié, dans le département d'Anyama. Francis Boifo. Quand elle sera opérationnelle dans 2 ans sur ce site de 24 hectares, la plateforme de chargement et de déchargement des produits vivriers d'Atingué dans le département d'Anyama comprendra des équipements modernes répondant aux normes sanitaires et environnementales en matière de collecte, de groupage et de commercialisation de produits vivriers. Ce grand projet va faire que nos sachets noirs qu'on dépose sur au bord de goudron pour vendre les produits vivriers doivent cesser. Les produits qu'on doit prendre pour traiter, nos plants doivent changer à travers ce projet avec les produits bio. Ce projet va faire que 5000 jeunesses qui vont avoir du travail. D'un coût de réalisation de 150 milliards de francs CFA, le projet de construction de plateformes modernes de commercialisation de produits vivriers va s'étendre aux 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et cela a des avantages. Ça va accélérer la mise des produits sur le marché en quantité, en qualité et en compétitivité, c'est-à-dire en prix avantageux pour le consommateur. Sur le plan de la logistique, c'est un projet qui est lourd, qui est ambitieux, qui va prendre le temps de la construction sur l'ensemble du territoire national, mais les villes seront mieux approvisionnées. Le projet de plateforme initié par la FENACO-Vici bénéficie du soutien financier du Fonds pour l'accélération et le développement de l'agriculture FADA et de la Banque africaine de développement BAD. Il est également appuyé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural puisqu'il prend en compte la construction des unités de transformation de manioc, de maïs, de riz, de tomates et la culture à grande échelle de vivriers avec un système d'irrigation goutte à goutte. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire va donc permettre, on l'a vu, de ravitailler les régions en produits vivriers. Alors, avec ce programme, peut-on dire que la solution à la pénurie des denrées alimentaires sur les marchés est trouvée? Comment se décline ce programme? Toutes ces questions ont été posées à Mme Yaba Grace, directrice générale adjointe de la Fédération des sociétés coopératives de vivriers. Elle était l'invitée du magazine de dimanche présenté par Fatou Fofana. Nous savons qu'avec ces 100 milliards que nous aurons, voilà des projets qui sont révolutionnaires. Des projets qui vont changer la physionomie de la culture. On parlera de mécanisation de l'agriculture. On parlera de labellisation. Et à terme, pourquoi pas, on veut être sur les bourses. Parce que sans être sur une bourse, on ne peut pas réguler les prix. On parle toujours du système d'irrigation goutte à goutte, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut saluer au passage, c'est qu'on a eu le temps de copier les autres. Il n'est pas mauvais de copier, mais il faut savoir copier. Bon sens, ouais. Voilà. Dans certains pays, ça marche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Déjà, quand il pleut, chez toi, recueille un peu d'eau. Déjà, quand tu as un champ, il faut faire des puits pour recueillir l'eau. Autant parce qu'il ne peut pas pleuvoir tout le temps, ça serait anormal. Voyez un peu ce qui se passe en France. Alors aujourd'hui, il faudrait que nos mentalités changent, tant bien au niveau politique qu'au niveau, depuis nos cultivateurs,
pour que les mentalités en elles-mêmes changent, qu'elles sachent que l'État fait ce qu'elle peut, mais elles-mêmes qui ont de la terre, qu'elles puissent penser à la rétention d'eau, qu'elles puissent penser au changement d'attitude concernant la conservation. Il faudrait qu'on ait des tracteurs qui travaillent la terre. Mais surtout, comme on a dit, en amont, il faudrait que les mentalités changent. C'est d'un. Il faudrait qu'on apprenne à épargner. Pas seulement à la banque, mais épargner l'eau qui nous vient du ciel, c'est un don. Il faut le capitaliser ensuite sur nos produits, mais pour l'instant, il faut économiser cette eau en créant des rétentions d'eau et ensuite le système d'irrigation goutte à goutte va prendre le relais. Voilà, la lutte contre la vie chère s'accentue en Côte d'Ivoire. Un site de comparateur de prix est désormais disponible. Il permettra aux consommateurs d'avoir une idée des prix des produits de grande consommation sur tous les marchés, notamment les super et hypermarchés. Herman Niamien. Plus besoin de se déplacer pour comparer le prix des produits de grande consommation et non alimentaires dans les différents circuits de distribution. eConso.club permet désormais aux consommateurs de comparer les prix des articles via un téléphone mobile ou un ordinateur disposant d'une connexion Internet. Cette trouvaille du Conseil national de lutte contre la vie chère vise à offrir aux consommateurs la possibilité de choisir les circuits de distribution qui pratiquent des prix raisonnables. Selon une méthodologie tout à fait simple, vous cliquez, vous recherchez le nom du produit, la catégorie, vous choisissez la marque, le conditionnement et le format. Tout ceci met à peine 5 secondes et à ce moment-là, vous avez donc la révélation de l'ensemble des prix qu'on a relevés dans l'ensemble des magasins et ce de manière tout à fait gratuite. Si vous savez que ce produit que vous allez acheter coûte tant, à tel endroit et à tel endroit, il a telle caractéristique, telle qualité, si vous avez toutes les informations, vous achetez en connaissance de cause. Pour la présentation de ce site de comparateur des prix, le ministre du Commerce Jean-Luc Biot a effectué le déplacement, signe de l'intérêt qu'il accorde à toutes les initiatives visant à lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. C'est une rude bataille pour amener à un niveau de prix général beaucoup plus acceptable. eConso.club s'inspire du succès mondial des comparateurs des prix qui sont devenus des outils et services d'information indispensables aux consommateurs et qui ont contribué à une baisse significative des prix dans différents secteurs. Pour cette phase expérimentale, seulement les commerces d'Abidjan sont concernés. Mais bientôt, cette initiative va s'étendre au circuit de distribution des villes de l'intérieur du pays. Un mois présent sur le mois de Ramadan, c'est une période de jeûne pour les musulmans, mais aussi une période pour les commerçants qui se frottent les mains. Les articles islamiques sont très en vogue en ce moment. Le port des foulards, des boubous et des voiles ou encore l'utilisation des chapelets sont les tendances chez la plupart des fidèles musulmans. On voit tout cela avec Baraki Sabamba et Serge Kolia. Les affaires marchent bien pour les commerçants proposant des articles islamiques en ce début de mois de Ramadan. Livres saints, chapelets, parfums, tapis de prière sont très prisés. Bon, comparé aux autres mois, le mois de Ramadan, on peut dire que le marché grimpe. Dans le mois précédent, il y avait une clientèle qui était de 2%. Dans le mois de Ramadan, ça grimpe, ça va jusqu'à 10%, ça monte encore. C'est un mois béni. Le style vestimentaire des fidèles épouse également l'ère de ce mois de pénitence. Foulard, boubou et voile se font plus visibles. Dans le mois de carême, là, ça marche. Il y a pour 3 000, il y a pour 2 500. Et même si les choses qu'on appelle robes de prière, là, avant d'aller à la mosquée, elles portent ça pour aller prier. Il y a des filles même là qui travaillent au bureau, elles viennent acheter pour porter, pour aller au bureau. Elles portent aussi pour aller au marché. C'est bien joli, elles apprécient même. Au-delà de son apparence, le musulman est tenu de prendre toutes les dispositions pendant ces 29 ou 30 jours pour agréer son jeûne. Les péchés ne sont pas pareils. Selon les péchés, il faut payer le chapelet. Tu peux payer aussi pour aller donner à madame, tu peux payer pour toi seul. On peut payer aller donner à la maison, payer donner à les enfants et puis prier. Le Coran, ça a été descendu dans un mois béni. Donc ce Coran, je viens acheter pour le lit. Selon le Coran, la personne qui observe tout le mois du Ramadan correctement verra tous ses péchés pardonnés avec à la clé la réalisation de tous ses vœux. C'est donc un moment de piété qui fait appel à la foi et à la dévotion du musulman à Allah.
Nous partons maintenant pour Korogo, la capitale de la région de Poro, qui est confrontée à une insécurité routière. L'indiscipline et la méconnaissance du code de la route ont provoqué du 1er janvier, tenez-vous bien, du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, 23 morts. Comme dans certaines villes de l'intérieur du pays, les motos sont à la base de cette tragédie, nous dit Kader Sogodogo. Korogo, 6e compagnie des sapeurs-pompiers militaires. La sirène vient de donner l'alerte. Un accident vient de se produire. L'ambulance s'ébranle à travers la ville. Au lieu indiqué, ce sont 2 motos qui sont entrées en collision. L'accident a fait 2 blessés qui sont évacués au CHR de la ville. Depuis le 1er janvier 2016, c'est le 357e accident enregistré par les hommes du capitaine Aziz Ouattara, commandant la 6e compagnie. Malheureusement, ce type d'accident a causé en 5 mois 23 décès et 858 blessés. À écouter certains conducteurs de moto et leurs passagers, l'étonnement et la peur sont au rendez-vous et le pire peut être à craindre si rien n'est fait. Moi j'ai 14 ans. Au niveau du permis, nous n'avons pas le permis, mais on arrive à se maîtriser un peu. Bon, le code de la route, franchement, dit nous on n'en sait pas. Moi je n'ai pas de casse, le chauffeur n'a pas de casse. Et je suis coincé, je suis obligé d'emprunter. La 6e compagnie des sapeurs-pompiers de Korogo fonctionne depuis le 14 juin 2014. Elle regroupe en son sein un effectif de 71 soldats du feu. En 2 ans, cette compagnie a enregistré 94 décès liés aux accidents de la route. Pour l'adjudant Ferdinand Ozokwame, les causes sont connues. La plupart des accidents de Korogo, c'est les motos qui nous fatiguent. Parce que les gens n'ont pas de permis de conduire. Ils ont la méconnaissance du code de la route. Il y a l'indiscipline aussi qui s'instaure. Ensuite, 10 accidents, nous avons 8 motos et peut-être 2 véhicules. À Korogo, les endroits réputés pour les accidents sont Aoussabougou, 3 poteaux, et Soba à la rue Tolbert. La 6e compagnie possède 9 véhicules, dont 2 offerts par la première dame et 5 par la mairie de Korogo. Certainement que les autorités administratives et politiques de Korogo, avec le soutien de l'Office de la sécurité routière OSER, prendront des mesures vigoureuses pour cette ville. En attendant, à Korogo, vous ne verrez pratiquement pas de casque en possession des usagers d'engins à 2 roues. Et on espère vivement que la situation va changer. Ici à Abidjan, un second corps a été retiré hier soir de la lagune Ébrié par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il a été identifié, c'est bien le corps du second occupant du camion de ramassage d'ordures ménagères qui a chuté vendredi dans la lagune Ébrié. Le camion a été extrait de l'eau hier matin. L'accident tragique survenu sur le pont de Gaulle a fait 2 morts, tous des occupants de l'engin qui a malheureusement terminé sa course dans la lagune Ébrié après avoir mal négocié un virage. Une nouvelle plus gaie avec la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro qui se déroulera cette année du 6 au 14 août 2016. Le lancement de cette 12e édition a eu pour thème « Promotion de la culture et du tourisme face aux défis du développement local ». La 12e édition du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, lancé dans les locaux du bureau de l'UNESCO à Angré dans la commune de Cocody. Un festival qui vise à promouvoir la culture, les arts et le tourisme de la région de Lifou. Pour cette 12e édition, des innovations sont prévues. Nous faisons un clin d'œil spécial à toute la jeunesse de Daoukro, à toute la jeunesse de Lifou et la jeunesse ivoirienne qui, pendant les vacances, pourront se déplacer à Daoukro pour bénéficier des opportunités d'emploi jeunes, des opportunités d'entrepreneuriat, des opportunités d'insertion professionnelle avec le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Et nous avons aussi une lucarne particulière qui touche le quotidien de nos populations. Le FICAD doit être une tribune, un tremplin où tous ceux qui y viennent, n'est-ce pas, repartent avec une plus-value. Le FICAD est un moment de retrouvailles et de cohésion entre les différents peuples. Une vision qui sied aux représentants résidents de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Le FICAD est un moment fort de dialogue entre les jeunes Ivoiriens. Au-delà de l'aspect festif, il y a également tout le volet scientifique qui est un moment d'échange entre des personnes ressources sur certaines thématiques majeures et d'importance avec la jeunesse qui est
présente à Daoukro et l'ensemble des festivaliers sur des questions d'actualité. C'est une contribution active à l'ensemble du combat pour l'émergence que le pays est en train de mener. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Elie Liazaré, salue la régularité de la tenue du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Le FICAD 2016 est prévu du 6 au 14 août à Daoukro. Le reportage d'Issaïo était commenté pour vous par Abou Sanogo. La région de la Nawa intensifie sa politique culturelle. Un livre vient de sortir, il porte le nom de cette région et il décrit les richesses culturelles et naturelles des différentes communes de la région de la Nawa. Mariam Sissé, Abou Sanogo. Des photos en noir et blanc, des tests descriptifs. La région de la Nawa se dévoile sous une forme artistique. Les autorités de la région intensifient leurs actions de promotion culturelle. Un livre d'art a été lancé pour conter l'histoire et valoriser la région. Ensemble, nous avons choisi de réaliser un livre d'art, une édition professionnelle qui montre l'unicité de la région. C'est un premier projet qui va être suivi d'autres projets. Parce que nous tenons à faire de la culture vraiment un pilier essentiel du développement de notre région. Son nom identique à celui de la région. Cet ouvrage retrace la tradition et la modernité en passant par les richesses culturelles de l'ensemble des 6 communes de la région. Une description évasive selon l'auteur du livre. Ce livre promet le voyage, un voyage sensible. Il ne s'agit pas d'un livre touristique, c'est un livre qui a une valeur esthétique, mais aussi une grande force historique. Les fils et filles de la région, eux, sont fiers de cette action dite novatrice. Mais leur souhait reste une expansion de l'idée de transcription artistique des valeurs culturelles à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce modèle de valorisation qui fait suite à la construction de la bibliothèque régionale Christophe Wondji s'inscrit dans la politique culturelle de la région visant à valoriser le patrimoine culturel. Un modèle copié sur celui de la Farm Security Administration aux États-Unis. Pour cette première édition, 2000 exemplaires ont été mis sur le marché. Le sang a coulé de l'autre côté du globe, aux États-Unis. C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine. La nuit dernière, un homme lourdement armé a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay en Floride. Le bilan est lourd, au moins 50 personnes tuées et 53 blessées, dont certains dans un état critique. Le président américain s'est exprimé. Il condamne un acte de terreur et de haine. Kader Ouattara, Abou Sanogo. Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, vers 2h, heure locale. Un homme armé a fait irruption dans cette boîte de nuit homosexuelle et a ouvert le feu. Le bilan fait état de 50 morts et 53 blessés selon le maire d'Orlando. C'est le bilan le plus lourd dans une fusillade aux États-Unis d'Amérique. Le tueur a été neutralisé dans la discothèque à l'issue d'une prise d'otage, après un violent échange de coups de feu avec les troupes d'élite du SWAT qui ont donné l'assaut. Un client de l'établissement témoigne de l'horreur. Ça suivait le rythme de la musique jusqu'à ce que j'entende trop de bang. Bang, bang. Je n'ai pas vu les tireurs, j'ai juste vu des gens tomber par terre. J'étais au bar, je suis tombé, j'ai rampé, les gens essayaient de s'échapper par l'arrière. Dès l'annonce de la fusillade, les forces de l'ordre se sont déployées en nombre pour sécuriser la zone. Le FBI a annoncé une enquête pour acte de terrorisme. L'état d'urgence a été décrété dans toute la ville. Le quartier est en état de siège. La France, de son côté, a fait part de son indignation et le président François Hollande condamne avec horreur la tuerie. Le tireur aurait été identifié comme Omar Martin, un citoyen américain d'origine afghane, né en 1986 selon des chaînes de télévision américaines. Ce dernier pourrait avoir des sympathies pour la mouvance islamiste selon le FBI. Une nouvelle plus gaie avec l'Ivoirienne Muriel Aouré qui a réalisé un nouveau record d'Afrique en dominant la finale du 100 mètres féminin hier aux États-Unis avec un chrono de 10 secondes et 78 centièmes. Elle signe ainsi la meilleure performance mondiale de l'année. Kader Ouattara, Abou Sanogo que nous retrouvons. L'Ivoirienne Muriel Aouré fait d'une pierre deux coups. Elle a établi un nouveau record d'Afrique et réalisé dans le même temps la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes ce samedi à Montverde aux États-Unis d'Amérique.
La sprinteuse ivoirienne s'est imposée devant la Jamaïcaine Veronica Campbell-Brown et l'Américaine Juana Atkins qui ont réalisé respectivement un chrono de 10 secondes 83 centièmes et 11 secondes 9 centièmes. Avec ce nouveau record personnel amélioré de 3 centièmes, Muriel Aouré fait mieux que l'Américaine Tori Bowie, victorieuse en 10 secondes 80 centièmes à Doha. Il y a près d'un mois, Muriel Aouré avait remporté le 200 mètres en 22 secondes 72 centièmes lors du meeting de Shanghai en Ligue de Diamant. La vice-championne du monde 2013 des 100 et 200 mètres sort peu à peu la tête de l'eau après une blessure au genou. Voilà, félicitations à Muriel Aouré. Après ce journal, ne décrochez surtout pas. Vous retrouverez les 2 derniers épisodes de la saga Sœurs ennemies sur RTI 1. Et au menu de dimanche de foot ce soir, DDF, le Doc Euro, un document exceptionnel sous l'ouverture de l'Euro 2016. DDF a déposé ses caméras dans différentes villes de France pour vous faire vivre toutes les émotions de l'Euro 2016. À domicile, le gros match de DDF est consacré au match Lafad Stade d'Abidjan. Il y aura également le résumé du match JCA ASEC Mimosa. Le Doc Ivoire se penche sur l'état de santé des clubs de football de Boaké. L'entrevue exceptionnelle du DDF reçoit Jonathan Nosogbi, l'ex-puissant attaquant de l'ASEC Mimosa, répond à toutes les questions que vous vous posez sur sa carrière et sur sa vie après football. DDF, c'est également des nouvelles de nos pros, les plus beaux buts de ce week-end et les rubriques habituelles comme on s'en fout. Fin de ce 20h, je vous donne rendez-vous demain. Merci à vous tous de votre aimable attention.